Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre Hubert Védrine, l'économiste Daniel Cohen, le directeur général de Terra Nova Thierry Pech et le journaliste du Monde Gérard Courtois. Et s'il y avait deux Trump, celui qui tweetait et celui qui posément lisait un prompteur? Le Trump, dont le New York Times a répertorié cette semaine sous forme d'abécédaire toutes les insultes lancées par le maître de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux depuis son élection, et le Trump prononçant mardi, posément, son grand discours sur l'état de l'Union, évitant les sujets qui fâchent, l'enquête russe, la Corée du Nord. Un Trump présidentiel qu'on avait vu également à Davos le week-end d'avant, qui redisait « America First » mais séduisait les patrons avec son programme de réduction d'impôts et la hausse des indices boursiers. Ce Trump qui ne parlait plus de leadership américain mais de partnership. Alors y avait-il deux présidents et l'un était-il fou? Ou était-ce l'époque qui était folle? Et nous-mêmes, observateurs parisiens de la vie politique et géopolitique, avions-nous bien compris l'Amérique de Trump? C'est la photo d'un candidat sous la pluie trempé jusqu'aux os dans son caouet vert, distribuant des tracts dans les rues d'une ville de province. Dimanche dernier, Arthur Courti, candidat PS aux élections législatives partielles dans la première circonscription du territoire de Belfort, a obtenu 2,6% des voix à l'issue du premier tour. 2,6%. Et le malheureux candidat socialiste battu qui raconte « La phrase que j'ai le plus entendue dans cette campagne, c'est « Tu en as du courage, Arthur ». Alors le socialisme laminé bougeait-il encore, se demandait-on une énième fois cette semaine, à présent qu'on connaissait la liste des candidats au poste de futur premier secrétaire, Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel, Luc Arvounas, Olivier Faure. Était-ce le règne du merdisme, comme l'avait poétiquement analysé Arnaud Montebourg, ou celui du machisme mafieux, comme l'avait résumé Delphine Batho, et surtout la question lancinante, le grand cadavre à la renverse du socialisme français pouvait-il encore se redresser ? Et les valeurs que nous défendons, elles ne seront pas nouvelles. C'est les propositions que nous ferons qui sont nouvelles. Parce que moi, ce que je crois, c'est pour ça que je parle de Renaissance. C'est quoi la Renaissance italienne? C'était la Renaissance, c'était à la fois le retour aux origines. Pour eux, c'était l'Antiquité. Pour nous, ce sera tout simplement Jaurès. C'est-à-dire les valeurs qui nous ont fondés. Et puis en même temps, c'est l'entrée dans la modernité. C'est les deux à la fois, pour ne pas dire en même temps. Vieux-Fort, candidat favori au poste de premier secrétaire chez Léa Salamé cette semaine sur France Inter. Gérard Courtois, ce parti socialiste sans argent, sans militants, sans siège et sans femmes d'ailleurs, devrais-je ajouter, est-ce qu'il va nécessairement retrouver sa place dans le paysage politique dans les mois qui viennent, tout simplement parce que la nature a horreur du vide? Il faut vraiment avoir la foi du charbonnier pour le croire. Le PS est dans le coma. Vous citiez le score des deux candidats socialistes, enfin de celui de Belfort, à Belfort et dans le Val d'Oise. Du Val d'Oise, qui est quasiment proche de zéro. Benoît Hamon a fait 6% à la présidentielle. Le PS a perdu les 9 dixièmes de ses députés aux législatives. Il a perdu non pas la totalité, mais une très grande partie de ses troupes. Les meilleurs... Les plus optimistes estiment à 40 000 le nombre d'adhérents à jour de cotisation aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il peut se relancer? Est-ce qu'il peut renaître, comme dit Olivier Faure? Il faut vraiment être optimiste pour le croire. Alors, les optimistes peuvent se dire, le PS a déjà connu des crises pareilles. 69, le désastre de faire Mendes France, 5%. 2 ans plus tard, Mitterrand prend la direction du PS et le conduit cette longue marche vers le pouvoir. 93, Bérésina législative. 2 ans plus tard, Jospin arrive en tête du premier tour de la présidentielle et 2 ans plus tard encore, remporte les législatives et engage une cohabitation de 5 ans avec Chirac. On pourrait même ajouter 2002, échec de Jospin dès le premier tour de la présidentielle et 10 ans plus tard, certes, François Hollande est élu président de la République. Mais à chaque fois, il y a eu un leader, un projet, une stratégie. Or, c'est très exactement ce qui manque aujourd'hui. Il y a une panne de leadership au PS qui est évidente si l'on en juge par les 4 candidats. Ni Morel, ni Carvounas, ni Le Foll, ni Olivier Faure ne peuvent être ce leader-là.
Jusqu'à présent, ils n'ont pas, on va dire diplomatiquement, ils n'ont pas démontré un charisme et une envergure irrésistibles. Et accessoirement, la seule femme qui s'était portée candidate Delphine Batho a été écartée de la course pour des raisons formelles, disons. Donc, il y a à l'évidence un tarissement des talents. Il y a une panne idéologique qui n'est pas propre au PS français, qui est propre à toute la social-démocratie européenne, qui n'a pas su réinventer un réformisme dans la mondialisation. Et il y a ce qui peut-être est le plus immédiatement problématique, il y a une panne de stratégie. Toute la stratégie de Mitterrand, puis de Jospin, la gauche plurielle, puis de Hollande, de manière un peu plus confuse, était un rassemblement de la gauche. Or là, le PS est pris en tenaille entre un Mélenchon qui veut le, guillemets, remplacer, et un Macron qui veut le phagocyter. Donc, tout est à réinventer. Tout est à réinventer, avec quand même cette question à laquelle il faut commencer par répondre. Est-ce que le Parti socialiste va finir comme le Parti communiste? Il y a cette analyse intéressante cette semaine du politiste Frédéric Savicki dans ce nouveau média qui s'appelle AOC et qui, lui, croit à une renaissance inévitable du socialisme. Thierry Pech, tout simplement parce qu'il dit un parti politique, c'est pas un corps biologique, c'est-à-dire qui naît et qui meurt, c'est une institution. Et donc une institution, elle perdure. Et donc tout est une histoire de temps. Vous partagez cette analyse? Je peux partager cette analyse sur l'idée socialiste, avec toutes les précautions d'usage qu'il faudrait prendre pour dire de quoi on parle. Quant au Parti socialiste, je ne suis pas sûr de la partager. Je dis bien je ne suis pas sûr de la partager, pas simplement pour utiliser une formule diplomatique, parce que je n'en sais rien. Ce n'est pas parce qu'il existe une part de marché sur l'échiquier politique que cette part revient naturellement à celui qui, historiquement, était là pour la préempter et l'incarner. Et donc je ne suis pas sûr que ni la force d'une institution presque pluriséculaire aujourd'hui, si on veut bien associer l'histoire de la SFIO à celle du Parti socialiste, ni la fatalité, si vous voulez, des parts de marché politique. Je ne suis pas sûr que tout ça permette au Parti socialiste de survivre. Et je pense que on ne fait pas une analyse tout à fait complète quand on dit panne idéologique, panne stratégique, tout ça est naturellement vrai, panne de leadership. Je crois qu'il y a quelque chose de pervers qu'on ne saisit pas quand on énumère les pannes. C'est les relations qui existent entre ces pannes. C'est-à-dire que c'est la stratégie depuis 40 ans du parti d'Épinay qui explique sa panne idéologique aujourd'hui. Et c'est parce que les institutions, le contexte politique, les règles du jeu ont soudainement changé en 2017, qu'en plus, aujourd'hui, il y a une panne stratégique. La stratégie, c'était quoi? Et c'est ça qui a dominé l'histoire du Parti socialiste depuis le congrès d'Épinay. C'est on rassemble pour gagner. On s'adapte à la Ve République. On cesse de lui faire des procès théologiques, etc. Il faut gagner si on veut servir à quelque chose. Bon. Et c'est tout à fait naturel. Et d'une certaine façon, le PS a été une des deux grandes forces de gouvernement de la Ve République depuis 40 ans. Et il n'a pas démérité au pouvoir à chaque fois qu'il l'a eu. Il a fait des choses importantes. Bon. Mais ça signifiait, ça avait pour conséquence un long sommeil dogmatique et doctrinal. C'est-à-dire, si vous voulez sans cesse réunir les radicaux, les ultra-radicaux, les tempérés, les modérés, etc., vous ne cessez de faire des compromis et des synthèses. Et donc, vous gelez aussi longtemps que nécessaire les clarifications idéologiques, programmatiques, opérationnelles. C'est ça l'histoire du PS. Et alors, ce qui s'est passé en 2017 a ajouté à ça le fait que les règles du jeu, tout à coup, changent. Elles changent pour deux raisons. Une qui est très discrète, sur laquelle je vais m'attarder un instant, si vous voulez bien, Émilie, puis une qui est tout à fait évidente. Celle qui est tout à fait évidente, c'est que Macron a montré qu'on pouvait gagner sans considérer que la politique est un sport collectif. On peut gagner from scratch, comme disent les Anglais, c'est-à-dire à partir de rien, sans équipe, et même, je veux dire, on gagne d'autant plus vite qu'on n'a pas d'équipe et qu'on n'est pas lesté par l'héritage des expériences passées. Donc, dans ce moment de ras-le-bol général qu'éprouvaient les Français face à la politique telle qu'ils l'avaient connue depuis 40 ans, il a montré qu'on n'avait pas besoin d'un cartel pour gagner. Un parti, c'est un cartel, dans le sens péjoratif comme au sens technique, si vous voulez. Ça peut avoir un petit côté mafia, mais ça a aussi un côté opérationnel simple. On rassemble des gens, on crée un marché protégé d'une certaine façon. Bon. La deuxième raison, et je m'arrêterai là, c'est que la fin du cumul des mandats
crée, et ça on va le constater, je pense, dans les mois qui viennent encore plus, une déprise croissante entre la démocratie locale, où le socialisme municipal avait coutume de se réinventer, hein, et puis la démocratie nationale. Vous avez de plus en plus de maires de villes moyennes ou grandes qui disent, entre la poire et le fromage, ou explicitement à un micro, moi, la carte du parti, je peux la rendre, ça ne me sert plus à rien. Ce qui compte, ce sont mes administrés. Et ça, cette division-là, que la Troisième République a connue, hein, qu'on a connu des moments de déprise entre la démocratie locale et la démocratie nationale, coupe un jarret supplémentaire, si vous me permettez l'expression, au Parti socialiste. Hubert Védrine, est-ce que vous partagez l'analyse de Thierry Pech? Est-ce que vous considérez que le Parti socialiste est mort, qu'il va connaître une destinée façon PASOK, un PS ou KO ou PASOK, disait justement Savicki dans cet article d'AOC? Ou est-ce que vous croyez à un Olivier Faure, par exemple, qui pourrait rassembler, puisque c'est la tradition du Parti socialiste, à la fois ceux qui ont voté Hamon, Mélenchon, Macron? Quelle est votre analyse aujourd'hui sur ce Parti socialiste que vous connaissez mieux que quiconque? Non, pas mieux que quiconque. En tout cas, pas trop mal. Ici. Mais non, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Gérard Courtois et Thierry Pech. Je pense que c'est l'extrême fin d'un cycle. Hein. Donc je vois plutôt une évolution genre parti radical à la fin, qui avait dominé la Troisième République, et indépendamment de la déconfiture finale, je veux dire, une sorte d'épuisement absolu, comme le Parti communiste. De toute façon, je ne crois pas tellement à l'avenir des partis politiques au sens classique. Ils ont été conçus dans un autre monde, la vie des gens, le temps disponible, les centres d'intérêt. Mais donc ils seront remplacés par quoi? Des rassemblements conjoncturels puissants autour d'une personne à un moment donné, dans une situation donnée, pour telle ou telle élection. Et la vie de parti entre une élection et une autre, c'est mort, ça, en fait. Ça concernera des toutes petites minorités qui peuvent subsister. Donc il y aura certainement un parti socialiste, voire plusieurs, d'ailleurs, je ne sais pas, mais je ne vois pas comment ils retrouveraient l'un d'entre eux la capacité de refaire le vaste rassemblement dont a parlé Thierry Pech, qui, avant d'être au bout du compte un élément de compromis un peu asphyxiant, a été un moteur absolument gigantesque. Pendant très longtemps, parce que la stratégie de Mitterrand, elle commence avant Épinay, elle commence à l'élection de 65, voire avant. Donc ça a duré des décennies. C'est fini. C'est fini, et je pense que ça ne concerne pas que la France, et qu'en plus, les partis socialistes ou sociodémocrates qui avaient pris naissance dans certains contextes de l'industrialisation forcenée en Europe, je pense qu'ils n'ont pas trouvé non plus la réponse. Ils ont des réponses, il y a des tas de gens très bien là-dedans, hein, mais ils n'ont pas de réponse collective en tant qu'entité politique. Comment est-ce qu'on combine mondialisation, démocratie, souveraineté, progrès? Comment est-ce qu'on gère la grande affaire des 50 prochaines années, qui est l'écologisation systématique de l'agriculture, l'industrie, le transport, ceci, cela? Bon, des tas de gens qui ont des réponses. Il n'y a pas quelque part un parti de gauche qui ait une réponse spécifique par rapport à ça. Voilà, donc je m'inscris globalement dans la même analyse. Alors Daniel Cohen semble effondré par vos constats pessimistes sur l'avenir du Parti socialiste. Est-ce qu'il va mourir en effet comme le PASOK grec? Et s'il faut aujourd'hui un renouveau idéologique, est-ce qu'aujourd'hui il a démarré ce renouveau-là, ce renouvellement-là? Il faut l'espérer pour la vie politique française quand même, parce que si la vie politique devait, en effet, comme le dit Hubert, se résumer à des moments, des circonstances autour d'un chef qui agrège, et puis après on en passe à un autre, ce serait quand même un peu désespérant. Mais bien sûr, on a tous en tête cette double comparaison que vous avez faite avec le PASOK d'un côté et puis le Parti radical, qui ont totalement disparu et qui sont devenus, dans les deux cas, dans le cas du Parti radical, c'est même pas tout à fait sûr, mais enfin, j'allais dire des partis d'appoint d'une autre majorité qui leur échappe. Je crois que le point de départ aujourd'hui, c'est bien, en effet, ce que tout le monde dit, de constater que le destin du Parti socialiste, et c'est ça le problème pour lui échappe d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça dépend pas de ce qu'il va faire. Ça dépend de ce que vont faire les deux qui le prennent en tenaille, Macron d'un côté, Mélenchon de l'autre. Sa stratégie est suspendue à la stratégie des deux autres. Du côté de Macron, est-ce que Macron aura besoin de se ressourcer à gauche à un moment donné dans son échiquier politique, ou est-ce que gentiment, comme le gaullisme en son temps, il va créer l'unité de deux termes contraires, si je puis dire, c'est-à-dire une alliance conservatrice en interne et puis de l'audace en externe. C'était ça le gaullisme, et c'est ça qui a fait son originalité. Si c'était le cas, ça rouvrirait un espace au Parti socialiste, celui-là même que le gaullisme avait d'une certaine manière abandonné.
abandonner, c'est-à-dire si les forces de gravitation du macronisme vont vers Édouard Philippe, Juppé, Raffarin, et que c'est ça la majorité un peu giscardienne qui veut reconstituer, bah oui, il y aura besoin sur sa gauche de reconstruire une alternative dans une culture de gouvernement. Mais c'est pas encore tout à fait sûr, on ne sait pas, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'il aura besoin, est-ce que Macron à un moment donné se souviendra qu'il a été pour moitié élu avec les voix du Parti socialiste, qui redonnera un coup quelque part à un moment inattendu, qui viendrait empiéter l'espace du Parti socialiste, de la gauche de gouvernement classique. On va le voir autour des questions européennes, par exemple. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce front-là. Que deviendra le pouvoir macronien? Et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui exactement que ce soit exactement acquis, et peut-être même que c'est pas encore décidé. Et puis de l'autre côté aussi, Mélenchon. Est-ce que Mélenchon va poursuivre une forme de radicalisation, une version, on va dire, gauche de ce qu'a fait Le Pen, c'est-à-dire très en flèche contre l'Europe, rajouter une radicalité à celle qu'il a déjà, ou alors est-ce que va se rendre compte qu'il ne va pas y arriver tout seul comme ça et qu'il faut qu'il fasse des compromis avec une partie de son électorat qui est plus modéré. Ces questions-là échappent au Parti socialiste. Donc, ils ne savent pas exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, dans le cycle court, et c'est ça qu'il faut distinguer, on en parlera dans un deuxième moment, mais dans le cycle court qui s'ouvre maintenant, la vraie difficulté, elle est ni dans l'incarnation des personnes, ni dans la position idéologique, je crois. C'est simplement qu'elle est suspendue à la stratégie des deux autres. Il y a quand même le Monde des idées, le Monde, le journal du week-end justement, qui constate que la situation politique actuelle, c'est-à-dire la vitrification du débat politique, redonne la main aux intellectuels, et notamment parce que ces intellectuels peuvent comme ça se concentrer sur les dossiers du moment. La politique migratoire récemment qui a permis à beaucoup de macronistes de se souvenir qu'ils étaient bien de gauche. On cite aussi beaucoup Gérard Courtois, évidemment la politique économique dite de droite du président Macron, parce que l'ISF, parce que le Code du travail, parce que la baisse des charges, et puis encore cette semaine, la réforme annoncée sur la fonction publique. Est-ce que tout ça ne dessine pas un nouvel espace pour une gauche en train de se redéfinir ? Ça ouvre un espace, mais pour l'instant, cet espace n'est pas occupé par le PS, parce qu'il n'en a pas les moyens, tout simplement. Je partage tout à fait ce que disait Daniel Cohen. L'avenir, au fond, du PS, et c'est d'ailleurs un des risques, je pense, pour l'équipe qui va se mettre en place dans les mois qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent, après le congrès, quel que soit le vainqueur de ce congrès, le risque, c'est d'être dans une position d'attente de l'échec de l'un et l'autre des concurrents. Parce que quand on lit ce que j'ai fait de manière un peu besogneuse et assez ennuyeuse, les textes d'orientation des 4 candidats. Publiés par Libération, en effet, notamment il y a quelques jours. On trouve sur le site du Parti Socialiste, c'est très bien fait. C'est terriblement déprimant. Parce que le kit de survie, il est minimaliste. C'est vraiment un kit de survie. C'est-à-dire que, au fond, on essaie de préserver. Alors, le kit de survie, c'est quoi? C'est un nouveau parti socialiste, plus horizontal, plus participatif, c'est-à-dire qui ressemble un peu, qui essaie de s'inspirer de ce qu'ont fait La République En Marche et la France Insoumise, par exemple. C'est une sorte d'éco-socialisme qui tente de marier ces deux dimensions-là, mais qui ont été très largement et efficacement préemptés et par Mélenchon et de manière plus accessoire par Benoît Hamon. C'est une sorte de circonlocution sur la notion de réformisme, un nouveau réformisme. Alors faut-il qu'il soit un peu plus radical chez Emmanuel Morel, ou un peu plus responsable chez Le Foll, ou entre les deux chez Olivier Faure? Tout ça est terriblement frileux, terriblement peu imaginatif, et je pense que c'est une sorte, quand je dis kit de survie, c'est comment on peut faire pour passer les 3 ans qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle, et voir à ce moment-là si l'un ou l'autre des deux menaces qui ont écrasé le Parti socialiste s'atténue, soit par l'échec de Macron d'une manière ou d'une autre, soit par les deux mouvements qui ont pris en tenaille le Parti socialiste sont 2 mouvements qui tiennent à un homme, l'un et l'autre. C'est très fragile, très aléatoire. Donc voilà, c'est un peu, à mon sens, le seul espoir actuel exprimé par ces candidats, c'est tenir
tenir tant bien que mal à l'abri d'une sorte comme ça, de tente esquimau dans la tempête. Alors évidemment, tout le monde donne gagnant le candidat Olivier Faure. Et c'est vrai, vous avez raison, on n'entend pas encore vraiment beaucoup sur des propositions concrètes, même si on a pu l'entendre parler de redistribution cette semaine, au moins pour dire que Macron et redistribution, ça ne faisait pas une rime riche. Quelques propositions concrètes quand même. Il parle de doubler le chèque énergie, de refaire une remise à plat fiscale, de faire de la pédagogie fiscale pour recréer de l'adhésion à l'impôt. Thierry Pech, il va falloir que les think tanks dits de gauche, Terra Nova par exemple, alimentent la boîte à idées du Parti socialiste ou du socialisme de demain? Nous, vous savez, en termes d'alimentation, on a le rôle des restos du cœur, c'est ouvert à tout le monde. Hein. On ne demande pas la carte de crédit ni la carte d'identité aux gens qui... Tout ce qu'on fait est public. Bon, donc si le Parti socialiste a envie de venir s'y servir, il est le bienvenu. La République en marche, bienvenue. Tout le monde est bienvenu. Donc c'est pas ça le sujet. Et si j'étais Olivier Faure, par contre, j'éviterais le sujet fiscal pendant un certain temps, en tout cas. Je pense que le malade se ressent encore des cicatrices fraîches qu'il a sur son corps. Donc, mais si on regarde un peu au-delà du cycle court, un instant, Émilie, si vous voulez bien, je pense qu'il y a 2-3 questions importantes. Le centre-gauche français a-t-il vocation à vivre comme un courant d'une force plus grande, dans la République en marche par exemple, ou à être incarné spécifiquement, de façon distincte, dans le paysage politique? Ça, c'est une grande question. Ça ne sera peut-être pas le Parti socialiste, mais s'il doit avoir une existence distincte, il faut lui donner une nouvelle forme. Et là, c'est peut-être de cette façon-là que la question se posera, quelle que soit l'évolution du contexte. Bon. Première question. Deuxième question, celle qu'esquissait Hubert tout à l'heure. Est-ce que la démocratie peut vraiment vivre sans parti politique? Je veux dire, est-ce qu'on peut se contenter de penser que les offres programmatiques aux élections seront des synthèses de circonstances autour d'un homme ou d'une femme? Et quels sont les risques qui seraient associés à un tel scénario? Est-ce qu'un BP Grillo demain? Est-ce qu'un Trump demain? Est-ce qu'un triste cire d'une quelconque facture pourrait s'intégrer facilement dans ce dispositif? Les partis avaient quand même vocation à créer de la cohérence du long terme. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. La question est ouverte. Hein. Je sais bien que, tels que nous les avons conçus dans le passé, certainement ils ne reviendront pas. La forme parti, comme on disait. Bon. Néanmoins, est-ce que la démocratie peut se passer de ce genre d'organisation? Moi, j'en doute beaucoup. Hubert Védrine? Je suis assez d'accord, c'est pas souhaitable comme évolution, mais c'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait possible que les partis n'arrivent pas, au sens classique, à se réorganiser, à se réinventer, que entre les deux, il y a une espèce de grouillement permanent, de débats, de discussions, de controverses alimentées soyons concrets, sur les réseaux sociaux, que ça tienne lieu en effet de vie politique, que des intellectuels en profitent pour s'exprimer dans toutes les pages idées qui sont d'ailleurs très très pollues. Enfin bon, ça peut tenir lieu d'une espèce d'agitation politicienne au jour le jour, sur un fond de rejet maintenu de la démocratie représentative, d'aspiration maintenue à une démocratie plus directe, tout ça dans une espèce de désordre, dont je ne suis pas sûr que les partis, sauf une réinvention tellement colossale qu'on n'arrive même pas à en jeter les prémices là, arrivent à recanaliser ça. Est-ce que c'est souhaitable? Non, c'est pas souhaitable du tout. Mais moi, j'exclus d'ailleurs même pas que si Macron, au bout du compte, était non pas battu, mais en fait, disons, affaibli, je suis pas du tout sûr qu'on revienne mécaniquement au fonctionnement des partis d'avant et à l'alternance d'avant. Donc ça ne remet pas mécaniquement, par exemple, non, mais un nouveau parti, un gauche, nouveau leader de centre-gauche qui agrégerait tout cela. Par des populistes modernes, parce que de toute façon, dans les sociétés d'aujourd'hui, il y aura toujours plus ou moins de populisme. On ne va pas connaître des démocraties sans populisme. Si on plaisantait dès qu'il y a peuple, il y a risque de populisme. Bon. Donc il y aura toujours plus ou moins de populisme dans les méthodes, dans le ton, dans ceci, dans cela. Et je ne crois pas mécaniquement, automatiquement à la reconstitution d'une forme idéalisée mais très améliorée et repensée des partis politiques qui retrouveraient un rôle de pédagogie politique, de présentation des options, de choix des alternances. La société ultra-individualiste moderne va nous filer entre les doigts par rapport à ça. Ça serait bien, ce que vous avez dit, Thierry, mais je n'y crois pas forcément. J'ai un court rapidement. Juste un mot. Les partis avaient, notamment le PS, avait deux bases
solides. La base territoriale, Thierry Pech le rappelait tout à l'heure, et la base sociale. Et ces deux bases se sont très largement érodées, voire effondrées. La base territoriale, qui était une des forces du PS depuis 40 ans, a été laminée par les élections locales de 2014-2015, municipales, départementales, régionales, et la base sociale, c'est terrible. Benoît Hamon a réuni 5 à 6% des votes ouvriers et employés, 8% des votes des fonctionnaires, alors que François Hollande en réunissait 34% 5 ans plus tôt. Donc c'est quand même, je veux dire, il y a vraiment une terrible effondrement des deux socles, au fond, du PS. Il y a donc la structure qui est malade et en même temps, du côté des idées, il y a toutes ces thématiques qui restent peut-être à explorer pour une opposition de gauche à Macron. Je parlais de la redistribution, je parlais peut-être d'une politique fiscale, je parlais notamment de la grogne entendue cette semaine, du malaise sur les hôpitaux et les maisons de retraite et cette souffrance qui serait peut-être liée au fait que la croissance retrouvée ne profite pour l'instant pas à tout le monde. Alors Daniel Cohen, de ces thématiques-là, de ces dossiers-là, vous en faites quoi? Vous faites encore confiance au Parti socialiste ou vous attendez un nouvel homme providentiel et une nouvelle structure partisane ou un mouvement, comme dit Hubert Védrine? Alors, sur ce deuxième point, d'abord, après, rapidement sur effectivement l'espace programmatique. Sur ce deuxième point, l'opposition, enfin, ce qui fait la difficulté d'être du Parti socialiste aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord, c'est Mélenchon et Macron. Bon, mais Mélenchon et Macron, c'est en effet, comme disait le politologue Michel Auferlet, c'est un chef et des réseaux sociaux. Quand le chef disparaîtra, tout s'effondrera. Quand Mélenchon sera trop vieux pour se représenter, alors pas ce coup-ci, mais le coup d'après, si on sort là des 2 ou 3 prochaines années, qu'on se projette dans la décennie qui vient, au coup d'après, a priori, Mélenchon ne sera plus là pour se présenter, pour incarner l'alternance. Et donc, qu'est-ce qui restera ? Pas du tout clair, qui restera suffisamment de force d'agglomération pour constituer une alternative politique crédible. Même chose quand Macron aura fait son deuxième quinquennat, à supposer qu'on se situe dans cette perspective-là, tout devra être recomposé. Et donc à ce moment-là, oui, il y aura clairement une place pour le Parti socialiste, comme il y aura une place pour la droite classique. Donc la question maintenant pour le Parti socialiste, c'est gérer l'existant et puis ne pas disparaître pour pouvoir se régénérer dans le cycle politique d'après. Donc c'est sur le terrain des idées. On est tous d'accord qu'il va falloir qu'ils produisent... Et en même temps, vous en parlez peu. Mais parce que pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que quand même la défaite est encore récente. Et deuxièmement, il faut attendre de voir où va se situer le centre de gravité du macronisme. Mais dans 2 ou 3 ans, quand les questions de l'État, la question des syndicats, la question de la redistribution, peut-être, deviendra véritablement problématique dans l'agenda de Macron, il y aura des forces qui vont se reconstituer pour réclamer une autre fonction publique, un autre rôle des syndicats, etc., etc. Donc c'est un peu prématuré. On est en lendemain de défaite et on demande déjà un général et un plan d'attaque. Si on veut être un peu optimiste pour terminer sur cette note-là, il faut, ne pas disparaître. Ça, c'est très important. C'est-à-dire réaffirmer quelques fondamentaux que sont une culture de gouvernement à laquelle on ne renonce pas, un idéal européen et puis une ambition critique, social-démocrate. Avec le Parti socialiste, pour que les choses soient bien claires. On parle du Parti socialiste, là, donc peut-être que ça viendra d'ailleurs, mais pour le Parti socialiste, il faut réaffirmer ça. Après, il faut trouver une incarnation, au moins pour le prochain quinquennat. Alors, il y a les candidats à la direction du PS, mais il y en a d'autres aussi. On pense évidemment à Anne Hidalgo. Si elle gagne les municipales de 2020, elle sera forte. Ce sera une personnalité aussi qui pourra redonner une confiance qui peut-être permettra d'apparaître dans la prochaine présidentielle et puis surtout préparer celui d'après. Donc je crois qu'il faut remettre un peu tout ça en perspective et tout ce que vous avez dit très justement sur le fait que aujourd'hui il faut un chef de guerre, etc. C'est aussi la fragilité des camps adverses. C'est aussi qu'ils ne dépendent que de leur chef de guerre et qu'ils auront beaucoup de mal à se réincarner ensuite. Concluons cette première partie de Thierry Pech sur le terrain des idées. Daniel Cohen dit c'est trop tôt encore d'une certaine manière pour aborder ce sujet-là comme assez majeur. Olivier Faure, lui, dit de toute façon ce sera toujours Jaurès. Mais Jaurès au temps de Mark Zuckerberg, c'est un peu court. Non, c'est pas si court que ça, mais ça, vous allez nous réinviter, on reparlera de Jaurès si vous voulez. C'est promis, mais enfin quand même, parlons un tout petit peu des idées. Oui, alors, bon, pour vous satisfaire, je pense que la demande d'égalité et de justice, si elle n'est pas servie sérieusement par l'exécutif en place, devra l'être
par d'autres forces politiques. Et la démonstration doit être faite dans les 12 à 18 mois. Si elle n'est pas faite, un terrain important sera laissé en jachère qui devra être occupé, peut-être pas par le Parti socialiste, mais il devra être occupé par une force de gouvernement capable, ou un homme de gouvernement ou une femme de gouvernement capable de proposer aux Français un projet alternatif. Le terrain des idées, il sera là, très probablement. Le débat d'idées sera là. C'est ce qui sait Daniel, je crois, à l'instant. Maintenant, 2 commentaires très rapidement. La désagrégation du champ gravitationnel du PS, manque de colle idéologique, manque de colle institutionnelle, fait que ces agneaux, ces brebis s'éparpillent dans la nature. Le poulailler est grand ouvert à tous les débauchages imaginables, demain, après-demain, etc. Mais c'est pareil à droite. Il y a une part de la pathologie qui n'a rien de spécifiquement PS. Les Républicains ont un peu mieux résisté parce qu'ils Aux dernières législatives, là, les 2 législatives partielles dont nous parlons, le fait est qu'on se retrouve avec les Républicains face à la République en marche. Non, juste pour donner un indicatif électoral. D'accord, mais si on prend un autre indicateur qui est le nombre de gens débauchés des différentes structures pour venir s'asseoir soit dans le groupe majoritaire En Marche, soit dans les ministères de la République, dans l'exécutif, ce qu'on constate, c'est que les 2 grands champs gravitationnels qui fixaient le personnel, le casting politique, les idées, les programmes, ces 2 champs sont en désagrégation. Et ce n'est pas une problématique seulement PS. Un dernier mot, et je pense que ça, on va en rediscuter ici et ailleurs pendant des mois et des mois, c'est que la démocratie libérale à laquelle on a cru, la démocratie tocquevillienne, si vous voulez, avec ses pouvoirs et ses contre-pouvoirs, on va en parler à propos de Trump, des checks and balances, etc. Cette démocratie-là, qui était un système très fin de régulation du pouvoir, d'opposition du pouvoir au pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, disaient les... Bon, tout ça est en crise. Et ça, c'est ça qui est très très grave et probablement un phénomène de longue portée. C'est-à-dire que les démocratures, les démocraties illibérales, les formes améliorées ou dégradées de bonapartisme ou de césarisme qu'on voit fleurir partout dans le monde, nous menacent aussi et correspondent, je crois, à une crise, à un désarroi des opinions occidentales. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Merci Thierry Pêche de m'avoir aidé pour cette transition, puisqu'on va en effet maintenant quitter le pays d'Olivier Faure pour celui de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui a répondu point par point cette semaine au discours très optimiste de Donald Trump sur l'état de l'Union. Vous le savez, c'était mardi, cet événement dans la vie politique américaine, événement annuel autour duquel le président présente son programme pour l'année en cours. Un Donald Trump, on l'a beaucoup dit cette semaine, posé à cette occasion et tout en autosatisfaction. Members of Congress, the President of the United States. La tradition veut que le président des États-Unis qualifie l'état de l'Union. The state of our union is strong. Il est fort, clame Donald Trump, qui devant le Congrès vante les très bons résultats de l'économie américaine. Trump est acclamé par le camp républicain. Les démocrates applaudissent mollement ou pas du tout. Ensuite, c'est un long discours sur l'immigration et un appel à une solution bipartisane. It's my highest loyalty. Mais avec en tête une priorité pour le président des États-Unis, sa loyauté, sa compassion, sa préoccupation iront toujours d'abord aux enfants et aux travailleurs américains. Dans ce discours, le président des États-Unis fait une annonce, le maintien de la prison de Guantanamo, puis conclut au bout d'1h23. C'était un Trump plus rassembleur que d'habitude. Et le second discours sur l'état de l'Union, le plus long de l'histoire américaine. Voilà pour ce reportage de Grégory Phillips, correspondant de France Culture. Hubert Védrine, à ce discours très optimiste de Donald Trump sur l'état de l'Amérique, Bernie Sanders, je le disais, le grand opposant du président, a répondu. Trump dit 2,4 millions d'emplois créés depuis son élection, mais sans dire, selon Bernie Sanders, que la première année de mandat a été marquée par le niveau, au contraire, le plus bas de création d'emplois depuis 2010. Les 2 hommes ont des désaccords sur les vrais chiffres, sur les hausses de salaire, notamment. Quel est le vrai bilan de Donald Trump aujourd'hui ? D'abord, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Deuxièmement, on ne va pas trancher, nous, ici, à Esprit Public, mais si. Un débat énorme qui va animer les Américains entre eux. C'est frappant de voir que c'est Sanders qui s'exprime avec force et pas tel ou tel, plus Hillary Clinton, et pas tel ou tel nouveau leader démocrate, parce que pour le moment, ils sont tout à fait hors d'état de surmonter leurs contradictions, les démocrates. Ce qui nous ramène à notre thème précédent. Par rapport à l'échec de la stratégie d'Hillary. Je pense que quand on voit ça depuis l'Europe, notamment depuis la France, et notamment dans des médias avec l'orientation générale qui est la nôtre ici,
il est temps de dépasser la sidération face à Trump. Il est temps de dépasser l'indignation, qui est tout à fait justifiée compte tenu de sa vulgarité provocatrice, mais enfin, ça nous mène nulle part, en réalité. Il est temps de voir qu'il est président, qu'il exprime une certaine Amérique, qui peut-être nous plaît pas, enfin, elle est là, qu'il n'est même pas exclu qu'il soit réélu, quels que soient les bilans qu'on pourra faire tous les ans ou tous les 6 mois. Il n'est pas exclu, en fait. Que l'impeachment auquel rêvent les autres dès la première minute de son élection, on ne voit pas bien comment ça s'organiserait compte tenu du fait qu'il faudrait les 2 tiers des sénateurs pour accepter un processus, etc. Quoi qu'il puisse se dire sur ce qui lui est reproché dans les relations avant l'élection avec la Russie ou sur d'autres sujets, etc. Et moi, je constate qu'une partie du monde est en train de s'adapter. Quoi que pensent les gens. Ils n'ont pas changé d'avis sur la personne Trump et sur sa façon d'être. Mais il n'y a même pas simplement les pays qui sont très contents. Les pays qui sont très contents, c'est l'Israël de Netanyahou et c'est l'Arabie de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. Parce qu'il y a une sorte d'axe qui s'est organisé entre la Maison-Blanche et eux contre l'Iran, en fait. Ils ont le sentiment qu'ils ont les coups des franches. Ce qui a permis à l'Arabie d'essayer d'étrangler le cousin qatari qui les énerve atrocement. Bon. Et puis par ailleurs, ça permet aux Israéliens de se dire, le moment est venu où on pourra dire aux Palestiniens, vous contentez des Bantouistans que vous avez, puis maintenant arrêtez de nous casser les pieds. Donc ils pensent être cautionnés par Trump. Donc ça fait déjà tout un bloc de pays qui non seulement s'insèrent dans la stratégie Trump, mais en profitent à fond. Ensuite, il faut noter qu'il n'est pas si imprévisible que ça. J'ai d'ailleurs dû dire moi-même, et je le regrette 2 ou 3 fois uniquement pour faire rire, en fait. Sa seule promesse tenue, c'est qu'il est imprévisible. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est assez cohérent avec ce qu'il a dit. Il est cohérent par rapport à sa base, qui attend de lui qu'il mette en fureur les gens de Washington, le reste du monde, qui soit l'éléphant dans le jeu de quilles. Et là, je suis pas sûr que la base de Trump soit enchantée par le fait qu'il se soit était poli là, pour lire sur le prompteur le message sur l'état de l'Union. Donc il faut intégrer le fait qu'il y a une sorte de cohérence qui peut nous paraître choquante, dangereuse, tout ce qu'on veut, etc. Après, il y a des pays qui en profitent, même si apparemment ils sont en tension. La Chine se nourrit énormément de toute une série d'erreurs de Trump. Et les autres pays dans le monde, à commencer par les 30 ou 40 pays protégés par les États-Unis depuis 1945, ici, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et quand Mme Merkel, l'an dernier, avait dit on ne peut plus vraiment compter sur eux, il faut qu'on s'organise mieux par nous-mêmes, c'est-à-dire nous les Européens, ça n'a rien produit. Donc c'est une déclaration d'une importance considérable pour un chancelier allemand. Et puis notre président a une tactique astucieuse qui est d'essayer de se positionner comme étant à peu près le seul dans tout le système qui arrive à parler à Trump. Ça peut avoir des effets éventuellement bénéfiques à la marge. Bon. Donc il y a une sorte de monde qui se dit on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce qu'il y aura après, pas du tout sûr qu'on revienne à des présidents rationnels normaux après. Et en tout cas, il faut faire avec. Le temps de la Donc sidération. je pense que dans l'analyse, nous devons faire la même chose. Nous devons comprendre ça, quoi qu'on pense sur le fond. Alors c'est l'idée de cette émission, ça tombe bien ce matin, Hubert Védrine, dépasser la sidération. C'est notamment déjà le cas en France chez certains observateurs. On pouvait lire par exemple cette semaine dans le Figaro Vox du 9 janvier une analyse qui montrait justement que certes, si on les jugeait politiquement incorrectes, les réformes de Trump étaient un succès pour l'économie américaine. Rappelant que Donald Reagan avait mis 3 ans à réformer la fiscalité américaine, mais que Trump n'avait mis que 3 mois avec la baisse de la taxe sur les bénéfices des entreprises, passant de 35 à 21%, des déductions fiscales sur les profits et les bénéfices, 3% de croissance aux États-Unis au dernier trimestre, un taux de chômage au plus bas avec 4,1%. Est-ce que cela fait déjà d'un succès le début de mandat de Donald Trump, Daniel Cohen ? Franchement, je ne crois pas. Et pour revenir juste un mot sur ce que disait Hubert Védrine à l'instant, oui, le monde s'adapte, mais dans un sens qui est tout à fait défavorable aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent à un monde où les Américains sont une puissance qui peut être folle. Donc on prend un exemple, il y avait un traité transpacifique, les Américains, Trump dit j'y vais pas, et les 11 autres ont signé en disant tant pis, nous on va le faire sans vous. Et puis résultat, il est en train de revenir en disant vous n'avez pas compris, finalement je vais le revenir. L'Europe, je pense que c'est la Chine en bénéficie. Et donc, bien entendu, donc le monde s'adapte, mais pas à l'avantage des États-Unis, c'est-à-dire qu'il est en train de détruire la puissance américaine en donnant effectivement des arguments à ceux qui veulent construire un monde post-Amérique. Alors évidemment, c'est pas pour demain matin, mais en tout cas, oui, il y a une adaptation réelle, de même en Europe, même si aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement allemand, donc on ne peut pas espérer de grandes initiatives, mais je pense que si au bout du compte, il y a une grande coalition et qu'elle arrive à s'associer à la France pour repenser ce que doit être la zone euro, ce sera en grande partie à cause, en effet, de la double claque qu'il a donnée à Mme Merkel quand elle est venue le voir et qu'il lui a même pas serré la main en regardant dans la direction
direction opposée, ce sont des cicatrices qui restent pour quelqu'un qui est tout de même chef d'un gouvernement d'une grande puissance, l'Allemagne d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et Erdogan qui vient occuper la Syrie au moment où les Américains expliquaient qu'ils allaient y laisser une force comme ça de surveillance du territoire, c'est aussi une manière de s'adapter à un pouvoir post-américain. Donc je pense que pour l'Amérique, Trump restera une mauvaise nouvelle, une mauvaise expérience, peut-être l'accélérateur en effet de l'adaptation. Sur la question du leadership géopolitique. Ouais, sur le bilan économique, pardon, j'y reviens, on parlera de géopolitique juste après. Il y a zéro bilan économique pour l'instant de Donald Trump. D'abord, il vient de voter cette loi fiscale, je vais en dire un mot, et puis pour le reste, c'est tout simplement le prolongement. C'est comme la France de Macron aujourd'hui. On ne peut pas quand même penser que ce qui se passe en France aujourd'hui est le résultat des décisions de politique économique qui ont été prises au cours des 3 derniers mois. Il y a un cycle naturel. Le pas de bol pour Trump, c'est que ce cycle naturel aux États-Unis, je crois qu'à peu près tous les observateurs sont d'accord là-dessus, il est un peu en bout de course. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les États-Unis ont retrouvé le chemin de la croissance, qui crée environ 200 000 emplois chaque mois, d'où le chiffre dont ils se félicitent, mais qui est tout simplement l'extrapolation des tendances antérieures, et que là, il vient de brûler un peu vite les cartouches budgétaires dont il aura besoin dans 2 ou 3 ans quand il s'agira de relancer à proprement parler l'activité économique. C'est-à-dire, alors que le déficit américain est encore de 3,5%, il vient de décider de dépenser donc 1500 milliards. Pour que vous compreniez dans le langage français, il faut diviser par 10 en gros. Donc c'est l'équivalent d'un plan de relance sur 10 ans de 150 d'équivalent milliards d'euros en France, et donc de 15 milliards d'euros chaque année. Sauf qu'il le fait, donc c'est environ un point de PIB, un tout petit peu moins d'un point de PIB. Il le fait au moment où c'est pas nécessaire. Et donc, quand ce sera nécessaire, il n'aura plus de cartouches. Et comme la macroéconomie n'est pas une science, mais enfin, il y a quand même des règles, après avoir été salué en bourse, parce qu'en effet, il va augmenter de 8 à 10% les profits des entreprises américaines, la bourse, hier, a connu son premier grand crack avec une perte de 2 points, quand on s'est rendu compte que parce que c'était à contre-courant, ça allait sans doute accélérer le processus de remontée des taux d'intérêt, parce que ça va créer des pressions inflationnistes, et que donc, du coup, la bourse va être le grand perdant. Donc, tout ça pour dire que, oui, bien sûr, il bouge, il gesticule, mais au bout du compte, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que tout ce qu'il fait, ou à peu près, va dans un sens opposé à ce qui représentait les intérêts des Américains. Juste un mot quand même pour dire que les observatoires américains ont bien noté un certain nombre de dispositions qui lui étaient, à lui, Trump, l'homme, très favorables. C'est-à-dire en particulier qu'il a baissé le taux de fiscalité sur un certain nombre de structures, ça s'appelle des partnerships, qui peuvent éviter l'impôt sur les sociétés et éviter l'impôt sur le revenu. Enfin, payer un taux d'impôt sur le revenu forfaitaire plus bas que les autres. Il l'a abaissé pour permettre justement à ses propres partnerships d'en profiter aussi, et 2 ou 3 autres dispositions, comme le fait que si dans l'immobilier on réinvestit ses profits, on n'est plus taxé du tout. Tout ça aussi font partie des choses que les observateurs américains ont bien marquées. Donc, soyons très très prudents avant de parier sur le monde. Cohérence ou incohérence d'une politique économique de Donald Trump. Une dernière petite question économique pour vous, Daniel Cohen. Il y a pas mal d'observateurs qui s'inquiètent de voir peut-être réapparaître une politique du dollar faible, puisque contre toute attente, la devise américaine a beaucoup baissé sous Trump. Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, a salué un affaiblissement du dollar qui serait un bon signe pour les États-Unis. Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce que cela nous amène peut-être une volatilité des monnaies qui nous rappellerait la guerre commerciale des années 30, qui était un mauvais souvenir, évidemment, pour l'harmonie du monde? Ah non, les États-Unis ont, en fait, évidemment, en ce point du cycle, besoin d'un dollar faible. Et d'ailleurs, par parenthèse, par rapport à la question européenne, c'est la grande menace qui pèse aujourd'hui sur la zone euro, c'est-à-dire une baisse spectaculaire du dollar. Je crois qu'elle est tout à fait possible. On a flirté les 1,25, on pourrait monter à 1,50. Ce serait dans l'intérêt des États-Unis, et ce serait vraiment, pour le coup, la mauvaise nouvelle pour la croissance européenne. Mais cet imbécile de Trump, au moment où Mnuchin était en train d'annoncer qu'il fallait un dollar faible, elle dit pas du tout strong dollar, et du coup les observateurs savaient plus du tout quoi faire, alors qu'évidemment aujourd'hui, à ce point du cycle, c'est dans l'intérêt américain, sachant qu'ils ont un énorme déficit, qu'ils ont besoin d'un relais de croissance, d'avoir un dollar faible. Donc oui, moi je prends très au sérieux la guerre des monnaies, mais enfin tant qu'il y aura Trump, elle n'aura pas lieu, parce que l'idée que le dollar soit faible l'agace pour toutes sortes de raisons, et donc du coup les observateurs ne savent pas très bien quoi retenir de cet échange à Davos. Il faudra encore attendre un petit peu. Hubert Védrine, encore une question sur le plan géopolitique et sur la façon peut-être dont notre regard est déjà en train de changer sur Donald Trump, passer ce que vous appeliez la sidération. Par exemple, on a pu lire Alain Frachon dans Le Monde de vendredi qui disait que finalement, peut-être sur certains dossiers géopolitiques, il existait un bon Trump. Et Frachon disait qu'en Afghanistan, par exemple, Trump
avait osé tweeter ce que tout le monde pensait depuis des années, mais n'osait pas dire, à savoir que la guerre en Afghanistan ne cesserait que quand le Pakistan cesserait de l'entretenir. Il y a une sorte comme ça de courage de la vérité sur certains dossiers géopolitiques de la part de Donald Trump. Quand j'ai dit qu'il fallait dépasser la sidération pour mieux analyser les choses, je ne dis pas qu'il faut passer à l'approbation. Hein. C'est juste simplement une compréhension intelligente de la complexité américaine. Vous avez bien compris. Alors, vous signalez Frachon, c'est important que quelqu'un comme Frachon écrive ça. C'est également ce qu'écrit Renaud Girard. Renaud Girard, dans le Figaro, il a écrit en disant finalement, il y a une sorte de cohérence dans sa politique économique globale, sa politique commerciale qu'on peut tout à fait contester, mais ça fait partie de l'adaptation qui n'est pas... Alors, je reviens une seconde à ce que disait Daniel Cohen. Ceux qui contestent Trump dans le monde, en s'adaptant, en disant bon, il va faire que des conneries, donc on va s'organiser autrement. Ils ne représentent pas du tout les fameuses valeurs occidentales universelles en général, sauf l'hypothèse que vous avez mentionnée, où finalement il y a un gouvernement à Berlin qui répond en partie aux propositions de Macron, ce qui permet d'engager quand même une certaine dynamique, qui a un effet de levier, etc. Ça, c'est une hypothèse très souhaitable, mais c'est une hypothèse à ce stade. Sinon, il faut regarder le comportement des Russes, des Chinois, des Israéliens, des Iraniens, des Arabes, de tout le monde, enfin, toutes les puissances dans le monde. Ils ne sont pas du tout, en fait, sur la ligne que les Européens ont cru avoir dominée depuis 25 ans, après la fin de l'URSS. Bon. Donc, il faut arriver à une analyse assez nuancée. Et il se peut qu'il n'y ait pas simplement le fait que, comme la Chine, certains pays tirent parti des bévues de Trump, l'exemple même de l'accord Asie-Pacifique est typique, mais d'autres pays qui disent, après tout, cette espèce de blabla des sommets internationaux depuis des années, c'est largement bidon, c'est hypocrite, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et donc, une espèce de mélange mondial, vous voyez, de populisme, nationalisme, autoritarisme, despotisme local, le multilatéralisme, oui, dans certains cas, pourquoi pas, mais enfin, on est quand même là pour défendre nos intérêts, il faut arrêter toutes ces salades. Il y a quand même une espèce de climat général, et ne croyons pas que les horreurs de Trump ou son échec possible vont nous remettre mécaniquement, nous les Européens, avec nos visions extrêmement sympathiques, au centre du jeu. C'est pas le cas. Ça n'interrompt pas le phénomène historique sur lequel les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et de l'influence. Ça n'interrompt pas la montée des autres. Donc on renonce à un leadership occidental qui ne serait plus américain, qui ne serait pas non plus européen. Il n'y a plus de leadership, il n'y a plus ce que j'avais appelé l'hyperpuissance il y a 20 ans. Il y a un leadership. Quand les États-Unis sont très habilement gérés, très intelligemment, tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y a une sorte de leadership relatif. La Chine est déjà numéro 1 bis. On sera dans un système où il y aura deux numéros 1 ex aequo. Et aucun d'entre eux ne contrôle l'ensemble du schmilblick. Donc tout ce qu'on peut dire de justifier sur les échecs possibles ou les conséquences tragiques de Trump, encore une fois, ça ne nous remet pas automatiquement, nous, avec notre vertu, au centre du jeu. On a besoin d'une vraie stratégie, nous les Européens, y compris par rapport aux États-Unis, quoi qu'ils deviennent, et par rapport aux autres puissances. Une vraie stratégie par rapport à ce monde-là. C'est trop facile de dire Trump, c'est tellement nul, c'est tellement horrible, c'est tellement vulgaire, et nous on est tellement... Alors plus personne, je crois, ne dit ça. Ça suffit pas. Plus personne ne dit ça, je crois, de façon aussi basique. Du côté des intellectuels américains, par exemple, qu'il s'agisse de Lewis Affam, l'ex-directeur du Harper's Magazine, ou encore de Paul Auster, qu'on a pu lire cette semaine dans l'Obs, ils nous expliquent l'un et l'autre, en effet, que Trump n'est pas un accident de l'histoire et qu'il y a une causalité que l'on comprend mieux aujourd'hui sur pourquoi il est arrivé à la Maison-Blanche. On a dépassé le temps de la sidération, et qu'est-ce qu'on en fait de cette nouvelle temporalité, Thierry Pech? Ils ont raison, parce que je crois qu'il faut toujours se demander quelle est l'explication sociologique finalement de l'arrivée d'un homme comme lui au pouvoir. Et si on se pose cette question, on voit bien qu'il y a une Amérique perdante, qui n'est pas forcément l'Amérique la plus pauvre, hein. Une Amérique perdante à la mondialisation, au libre-échange, etc., qui, dans une forme d'insécurité culturelle, mentale, etc., qui a vu dans Trump, et qui aurait vu dans un autre à sa place, qui aurait à peu près dit la même chose ou incarné la même chose, une espèce de façon d'exprimer sa colère, son désaccord, son sentiment de rupture avec ceux qui sont là pour la représenter dans les médias, etc. Bon, tout ça est vrai, et c'est important de le dire. Il ne faut pas oublier d'ajouter, quand on dit ça, qu'il y a un effet des institutions américaines qui sont assez folles quand même. C'est-à-dire que Hillary Clinton a réuni plus de 2 millions de votes, plus de 3 millions, je crois,
de suffrages de plus que Trump. Bon, donc il faut vraiment avoir en tête la singularité fédéraliste américaine pour comprendre ce résultat baroque qui fait qu'un président battu au comptage des voix à l'échelle nationale puisse prendre le pouvoir. Ça a été le cas d'Al Gore. Ça a été le cas d'Al Gore. C'est vrai, mais pas dans de telles proportions. Là, on a vraiment un gros écart. Donc la sociologie ne dit pas tout. Il y a aussi les institutions américaines qui... je me souviens de notre ami Guy Carcassonne, Daniel s'en souvient aussi, qui quelquefois disait si on devait écrire une constitution aujourd'hui pour un grand État, il faudrait surtout ne pas prendre modèle sur celle des États-Unis. La constitution américaine. Donc, moi, je reste me poser une question à propos de Trump. Je ne suis pas sûr qu'il soit devenu prévisible. Et Hubert a peut-être raison. Mais s'il avait tort, ça pourrait nous coûter cher. Lorsqu'il a été élu, il y avait deux écoles d'une certaine façon. Il y avait les gens qui disaient les institutions américaines sont assez fortes pour limiter la casse, il n'a pas tous les pouvoirs, etc. Bon. Et puis il y a ceux qui disaient oui, mais enfin, quand même, malgré tout, est-ce qu'il ne va pas faire de grosses erreurs, de grosses fautes de quart? Et si on regarde... Alors, le match n'est pas, la messe n'est pas dite, puisqu'on n'en est qu'à un peu plus d'un an de gouvernement. Mais si on regarde le paysage, en effet, sur le plan intérieur, les institutions américaines ont évité beaucoup de conneries. Ont évité, par exemple, le démantèlement d'Obamacare. Bon, il n'a pas... Si, bien sûr que si. Là, il vient de voter le fait qu'il n'y aura plus de pénalité pour ceux qui ne souscrivent pas à l'Obamacare. Donc, effectivement, enfin, on avait déjà parlé, mais s'il y a une boussole à Trump, c'est de faire systématiquement et en toute chose le contraire d'Obama. Donc là, il a fait applaudir le secrétaire Mattis parce que... Alors, il a fait applaudir avant qu'on comprenne d'ailleurs pourquoi il le faisait applaudir, mais pour enfin dire parce qu'il va maintenir Guantanamo. Donc, en fait, il y a une boussole. C'est faire c'est pire que ce que je pensais. Ouais. C'est pire que ce que je pensais. Mais sur le plan international, je pense que là, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Quand même, il a mis les Saoudiens en situation de se dire qu'ils pouvaient changer le jeu au Liban sur un coup de tête. Il a mis quand même pas mal de bordel, pardon l'expression, au Proche-Orient en ciblant l'Iran comme l'ennemi absolu, alors qu'on aurait peut-être pu, et je pense que les réalistes pouvaient pencher de ce côté-là, considérer que l'Iran était un partenaire pour retrouver des formes d'équilibre dans la région. Les Sud-Coréens sont assez inquiets de son comportement. Il fait malheureusement ce qu'il a dit. Ah oui, non mais je trouve ça totalement désastreux, sa politique au Moyen-Orient. Hein. Mais dans l'application d'un programme et de sa cohérence. J'ai bien compris, j'ai bien compris, Hubert, que vous ne défendiez pas. C'est pas du tout le sujet. Mais on peut ne pas être surpris et s'inquiéter des effets que ça va produire. Bon. Et là, par exemple, les Sud-Coréens sont assez inquiets de son comportement vis-à-vis de la Corée du Nord. Ils n'ont pas envie de vérifier la théorie selon laquelle ça ne se produira pas. Et moi non plus, je n'ai pas envie de la vérifier. Gérard Courtois. Oui, moi je comprends très bien la démonstration d'Hubert Védrine sur les cohérences, mais il faut mettre en regard les incohérences. Qui ne sont pas minces, enfin, et qui peuvent, sur la scène intérieure américaine, quand même, être des points de fragilité très, très forts de la suite du mandat de Trump. Il a été le héros et le Robin des Bois de l'Amérique blanche déclassée par la mondialisation, et il fait voter la réforme fiscale la plus inégalitaire depuis des lustres aux États-Unis. Il a été le contempteur de l'aristocratie washingtonienne, des grands médias, etc. Et il est le héros de l'aristocratie de l'argent. Daniel Cohen le rappelait sur les mesures très précises concernant ses propres intérêts ou ceux de ses proches. Donc, il y a là. Et puis, il y a... On pourrait faire la liste de toutes les contradictions. Le président prompteur, le président Twitter, comme disait Émilie tout à l'heure. Mais il y en a une, moi, qui me trouble beaucoup, moi qui suis assez béotien de ces questions-là, c'est le message même de Trump. Make America Great Again, qui est le message de sa campagne et qui est le message de son administration. Moi, ce qui me trouble, c'est le again, à nouveau. C'est-à-dire, c'est quoi l'âge d'or auquel Trump se réfère et dont il vante au fond la gloire. C'est précisément... En tout cas, c'est avant Obama, selon lui. Non, c'est bien avant Obama. C'est l'âge d'or de l'Amérique d'après-guerre, des classes moyennes triomphantes, d'une meilleure répartition de la richesse nationale, ce contre quoi il
prend des décisions très claires, et c'est l'âge d'or d'une Amérique qui organise l'ordre mondial à travers un certain nombre d'organismes multilatéraux précisément. Alors peut-être que 50 ans après, on peut dire au fond tout ça est allé au bout de son utilité, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'OMC, etc. Mais c'est très étrange qu'il se réfère à une période dont il démolit ou critique systématiquement les fondements. C'est comme ça dans tous les âges Hubert d'or. Védrine. Toutes les références à des âges d'or fonctionnent comme ça. Mais Hubert Védrine, qu'est-ce que ça donne Oui, géopolitiquement de se référer à une période du passé, en l'occurrence avant Obama et bien avant, et sans doute le temps de la guerre froide, qui explique qu'on recommence à parler du pétrole, du charbon. On a des repères, notamment énergétiques, qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Soit on fait l'analyse de pourquoi il a quand même été élu, bien qu'il y ait eu moins de voix, qu'est-ce qui va se passer. Bon, très bien. Ça, c'est important pour mesurer les conséquences. Et qu'est-ce que font les autres acteurs dans le monde face à Trump? Comment on fait? On s'en protège, on essaie d'en profiter, on essaie éventuellement à la marge de l'influencer. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis par ailleurs, il y a des analyses, disons, de la politique intérieure américaine, où on estime, nous, d'un point de vue typiquement européen, français, progressiste, que normalement, ça ne devrait pas marcher, que c'est tellement incohérent que ça devrait échouer. On a fait le Non, contraire, je dis ça. on a Je fait dis le qu'à la contraire pendant longue, cette émission. L'électeur américain qui a voté pour Trump va peut-être se rendre compte. C'est pas sûr, parce que pour le moment, son électorat est content qu'il provoque le monde entier, que tout le monde soit indigné, etc. Qu'est-ce que ça Donc donne il faut distinguer les deux géopolitiquement, exercices. Qu'est-ce que ça donne géopolitiquement pour les mois à venir, rapidement? Ça donne le fait que ça va continuer comme ça. Je dirais, beaucoup de pays essaient de profiter de ces bévues, d'engranger ces erreurs, et quelques pays vont prudemment dire on va essayer de s'organiser malgré lui. Les acteurs du Moyen-Orient que j'ai cités vont dire on va profiter de Trump tant qu'il est là. Donc ça donne une sorte de système chaotique, instable, pas forcément totalement dangereux, qui n'est contrôlé clairement par personne, en fait. Et il faut malheureusement ne pas rêver à une solution de remplacement. On est dans cette espèce de semi-tempête permanente. Voilà. Merci pour ce mot de la fin, Hubert Védrine. Merci à Daniel Cohen, Thierry Pêche et Gérard Courtois d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission et à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnard-Fontani et Camille Lermite. Tout de suite, évidemment, c'est l'heure de retrouver Alain Krugère et un déjeuner du dimanche en altitude, du Mont Blanc à la Cordillère des Andes. Quelle alimentation sur les hauteurs, de la bonne vieille gnôle des alpinistes et autres casse-croûtes d'excursion jusqu'au quinoa péruvien. À la semaine prochaine.